Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un véritable carnage. Je ne trouve pas d'autre mot pour décrire les deux attentats de ce matin. Deux attentats soigneusement préparés, parfaitement organisés, planifiés à la minute près et qui ont visé aux premières heures du jour les soldats français et américains stationnés à Beyrouth. Le bilan est terrible, il y aurait au moins 120 morts et une centaine de blessés du côté américain et même 135 morts selon de toutes dernières informations. Le tribut payé par les Français serait de 9 morts et 54 disparus. Des chiffres qui sont hélas toujours provisoires puisque les fouilles se poursuivent à Beyrouth pour dégager les soldats prisonniers des décombres. Le lendemain, les attentats sont revendiqués par un mouvement inconnu jusque-là, le djihad islamique. 2 kamikazes auraient lancé leurs camions piégés contre les soldats occidentaux, pulvérisant leur quartier général. L'État français confirme la thèse du camion suicide. C'est la plus simple, elle évite de chercher les responsabilités. Les parachutistes français ont été victimes du terrorisme aveugle, celui contre lequel on ne peut rien. Sauf qu'il y a trop de questions sans réponse autour de ce drame. Trop d'éléments viennent entacher la crédibilité des autorités françaises, trop de zones d'ombre, trop d'omissions, trop de mensonges. Le bilan des 2 attentats du 23 octobre 83 est bien au-delà de ce qui est annoncé. 250 Marines et 58 parachutistes tués en moins de 3 minutes. L'horreur, l'incompréhension. Qui en voulait à nos soldats? Pourquoi? Le gouvernement français va présenter sa vérité. Elle est ponctuée de mensonges, de dissimulation. Elle est destinée à une opinion publique choquée, qui a les yeux braqués sur ces parachutistes agonisant sous les décombres. On a vu l'amas de... C'est un amas de ruines, quoi. Hein. Il manquait quelque chose dans le paysage. Il manquait une tour dans le paysage. Quand on voyait l'état du bâtiment, on se dit c'est fabuleux qu'on retrouve des personnes vivantes. Les recherches commencent à main nue en attendant les pelleteuses. On ne sait pas exactement qui était dans l'immeuble au moment de l'explosion, combien se trouve sous les décombres, qui est blessé, qui saigne, qui crie, combien sont-ils à se battre pour rester vivants. Tout le monde a crié, il y a eu des hurlements, au secours, lieutenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi j'ai entendu mon chef, il m'a dit tenez bon les gars, c'est rien, tenez bon. Puis après, j'ai plus attendu. On se raccroche à sa maman, on se raccroche à sa femme, voilà. On se raccroche à la vie, on essaye. Et on y croit? Bien sûr, on y croit. On y croit, des moments on n'y croit plus. Je grattais avec ma tête, avec mes coudes, avec tout ce que je pouvais bouger de mon corps. J'essayais de débarrasser les cailloux. J'ai ressorti de là plein d'égratignures. Mais c'est rien, je veux dire, c'est rien par rapport... ça me faisait rien de sortir, mes bras coupés, tout coupé. Le principal, c'était de sortir de là. Cette photo a fait le tour du monde. Elle est jusqu'aujourd'hui le symbole de ces parachutistes pris au piège d'une guerre dont ils ignoraient les enjeux. Vous savez, c'est dur. Hein. Vous arrivez sur un champ de ruines, il y a des morts de partout.
en lambeaux, c'est quand même vos copains. On était là pour la paix et on se retrouve, ben voilà, mort pour la paix. Blessé à vie dans notre chair pour la paix. Pourtant, lorsque la force multinationale débarque à Beyrouth en 1982, on affirme aux soldats qu'ils sont là pour rétablir la paix dans une ville en guerre. Beyrouth agonise sous le siège de l'armée israélienne, sous le feu de l'armée syrienne, sous les tirs des milices chrétiennes, musulmanes, palestiniennes. Pour rétablir le calme, le président Louis Gemayel demande de l'aide à l'Occident. Les États-Unis, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne répondent à l'appel. Les Français voulaient jouer un rôle dans ce contexte. Ils étaient très intéressés, ils avaient déjà des relations très développées avec le Liban, avec des relations avec l'Irak, des relations avec certains Palestiniens. Ils essayaient aussi d'entretenir de bonnes relations avec les Syriens. Après, on sait très bien que les Français étaient toujours concernés et intéressés par ce qu'on appelle le Levant. Donc il était tout à fait normal que le président Mitterrand, dans le cadre de sa stratégie internationale, d'assurer une participation française efficace dans tout ce processus. Nous, ce que nous avons demandé, c'était une force assez valable, assez prononcée, c'est-à-dire pour qu'on puisse au moins reconstruire l'armée d'une façon efficace et que cette force-là soit un tampon entre nous et les Israéliens, entre nous et les Syriens aussi. Le Liban demande l'envoi de 70 000 hommes. Les Occidentaux lui en accordent 5 000. La France enverra 2 000 parachutistes, les États-Unis 1 600, l'Italie 1 400 et les Britanniques une centaine d'hommes. La compagnie était pas euphorique, on ne va pas dire euphorique, mais contente de partir faire son travail, puisqu'on allait intervenir au Liban au profit des populations civiles qui souffraient à l'époque de ce qui se passait. Et donc on est parti pour faire notre mission. Ces images ont été tournées le jour du départ des paras pour le Liban par l'un des militaires mort plus tard en mission. La moyenne d'âge des soldats qui partent est de 20 ans. Ce sont des appelés du contingent qui n'ont pas une grande expérience du terrain. Je ne connaissais pas Beyrouth. Je suis parti à Beyrouth parce que je voulais de l'aventure, de l'action. Et puis je savais qu'il y avait... on est parti parce que on voulait tout ça. Et puis en allant là-bas, on savait qu'on allait faire du travail, sauver la vie des gens, qu'ils étaient là-bas en péril. Et puis bon, on ne demandait que ça, nous, hein, de l'action. Depuis leurs premiers pas, les militaires sont confrontés à l'impensable. Une ville à genoux, où la vie apparaît quand on ne l'attend pas, où la mort peut se cacher derrière chaque pierre. Ces images sont celles des parachutistes qui débarquent le 25 septembre 1983. On appellera cette mission Diodon 4, c'est la 4e relève de la force française. Parmi eux se trouvent les paras du 1er RCP de Pau qui vont s'installer au poste de Drakkar. Ils ont 4 semaines à vivre. Alors, comment ça se présente? Ça va. Les Français étaient les plus courageux à ce moment-là, puisque les Américains ne voulaient pas
ne voulaient pas être très loin de l'aéroport. Comme ça, on a eu l'idée qu'à n'importe quel incident, peut-être les Américains vont se retirer immédiatement par l'aéroport. Les Français n'ont pas fait ce calcul du tout et ils ont eu le courage et l'audace de se mettre dans des endroits assez dangereux, mais gérables. Si vous voulez, un principe traditionnel, je dirais presque historique de l'armée française. Hein. On vit dans le milieu et intégré. Autrement dit, on ne pouvait pas envisager de protéger la population sans être parmi elle, ce n'était pas possible. Alors, il faut trouver des immeubles qui ont été complètement détruits ou qui étaient en cours de construction, la construction est inachevée. Il faut trouver des immeubles un peu exposés entre les deux feux. Bref, on n'a pas le choix. Et la compagnie du 1er RCP va dans cet immeuble on va donner des noms de bateaux à tous les postes et Drakkar tombe sur le 1er RCP. On voit les murs criblés de balles, des bombes qu'ils ont pétées un peu partout. On demande sur quelle terre on est arrivé. On nous dit voilà, c'est votre nouvelle maison. Il faudra travailler pour qu'elle soit belle. Il y avait énormément de gravats, tout ce qui était fenêtre était cassé. L'ascenseur, bien sûr, évidemment, condamné. Donc les premiers jours d'installation dans cet immeuble, ça a été de nettoyer, d'enlever les gravats, de préparer de s'installer, on va dire, dans une zone correcte. Mais on n'avait pas d'eau et pas d'électricité. Avant l'arrivée des Français, cet immeuble de 9 étages était occupé par l'armée syrienne, en fait par les services secrets syriens. Leur spécialité, torture et disparition de centaines de Libanais. On savait que c'était un PC syrien, donc bien évidemment, on a fait, nous, à notre niveau, la fouille de l'immeuble. On a trouvé des traces sur les murs, probablement des traces de sang, et puis des anneaux, où généralement on attache les gens, donc on savait un petit peu à quoi ça avait servi. La cuisine, avec au fond les douches à gauche et les WC à droite. On avait trouvé quelques armes cachées dans des faux plafonds. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on avait trouvé, je sais pas, peut-être une trentaine de bâtons de dynamite qui avaient été cachés, quelques documents qui traînaient de l'armée syrienne. Et puis, c'est en gros tout ce qu'on avait trouvé de particulier, quoi. En ce qui me concerne, il y avait une chose qui m'intriguait, c'est qu'il y avait des énormes citernes de carburant, certainement en fuel, pour le chauffage de l'immeuble, qui se retrouvaient à l'entresol et non pas au sous-sol. Mais j'avais aucun moyen de vérifier ce qu'il y avait dedans, parce qu'il y avait d'énormes boulons qui fermaient ces conteneurs, et j'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait dedans. Mais la première chose à faire était de vérifier qu'il n'était pas piégé. Les démineurs du génie parachutiste ne passent pas pour vérifier le Drakkar avant l'installation des soldats. Ils ont tellement à faire sur le reste des sites. Beyrouth est infestée de pièges mortels et ils ne sont que 60 spécialistes à être partis avec le contingent français. 40 kilos d'explosifs. 40 kilos. Ah oui, on a fait du bruit. Hein. Ah oui, c'est sûr. Et de la poussière. Pourtant, avant d'embarquer pour Beyrouth, le lieutenant-colonel Christian Queneau avait tiré la sonnette d'alarme. Quand le général Khan a reçu le commandement pour partir, je lui avais proposé, il m'avait demandé, d'ailleurs j'avais proposé un format qui était pratiquement le double de ce qu'il a été autorisé à emmener. Et je lui dis là, c'est pas un plaidoyer pro domo, mais on fait une vraie impasse sur la sécurité et ça risque de nous retomber sur le nez. Ce sont donc les paras qui s'occupent de leur propre sécurité. Ils se protègent comme ils peuvent avec les moyens du bord. Ils remplissent des containers entiers de cailloux, ils bricolent des chicanes avec ce qu'ils ont réussi à trouver comme fait barbelé, ils accumulent des sacs de sable. Ils ne savent rien des risques qui les attendent. Ils ignorent qu'une partie de la population les regarde avec méfiance. Les forces multinationales à Beyrouth.
كان في شعورين. شعور انه هالقوات جايه لنصرة بصراحة المسيحيين، وبالتالي ضد ما كان يسمى الحركة الوطنية اللي كانت تعني يعني المسلمين. في شك بنوايا الأمريكان اللي كل عمرهم يدعموا الإسرائيليين ويقووا الإسرائيليين بالسلاح وبالمال. هؤلاء الأمريكان اللي اجوا جابوا معهم الفرنسيين نواياهم مش طيبة. كنا نعتبر أن مسألة المظليين الفرنسيين والمارينز بالإضافة إلى القوات العسكرية الغربية الأخرى كان يخيل إلينا أنها تمثل حركة من أجل تحويل لبنان إلى قاعدة عسكرية للغرب، ولذلك وقفنا من الناحية السياسية ضد هذه الحركة. La France est accusée de coller aux Américains, mais ce qu'on va lui reprocher de bien plus grave, c'est son alliance avec l'Irak de Saddam Hussein. En 1983, Gilles Ménage était le directeur de cabinet de François Mitterrand. Il était donc dans l'antre du pouvoir. Il confirme que la France était l'un des principaux vendeurs d'armes à l'Irak. Tout le monde a soutenu l'Irak à l'époque. Alors là, le dictateur déchu, tout le monde allait le voir en lui demandant ce qu'il souhaitait. Alors il y avait aussi bien les Russes que les Allemands, les Anglais, chacun avait sa spécialité. Les Russes fournissaient les blindés, les Américains des armes sophistiquées, dont des gaz, qui ont servi contre les Kurdes par la suite, les Allemands aussi, des gaz, les Anglais je sais pas quoi, et nous l'aviation. En février 1983, le Canard enchaîné révèle la signature d'un contrat militaire entre Paris et Bagdad. Contrat qui va beaucoup plus loin qu'une simple vente d'armes et qui risque de faire basculer la guerre que se livrent l'Iran et l'Irak depuis 2 ans. À un moment donné, les Irakiens se trouvent dans une mauvaise situation militaire dans leur guerre sans discontinuer avec l'Iran. Ils sont dans une situation financière catastrophique. Les Français ne veulent pas que l'Irak s'effondre, sur le plan militaire comme sur le plan financier. Et à ce moment-là, ils nous demandent la livraison de super-étendards avec le fameux Exocet qui permettrait d'attaquer l'Iran à plus de 1000 km de leur base dans les terminaux pétroliers. Et à l'époque, les Américains, les Allemands, les Anglais sont tous d'accord pour que la France vende n'importe quoi à l'Irak. Les Américains, ben oui, parce que c'est l'Iran. Le diable, le grand Satan, c'est l'Iran. Et les Israéliens, de leur côté, vendent des armes à l'Iran parce qu'ils veulent que les deux pays se bouffent le nez et se détruisent mutuellement le plus possible. La signature de ce contrat est supposée demeurer secrète, sauf qu'il y a une fuite dans le gouvernement, et voilà le contrat confidentiel défense rendu public par le Canard enchaîné. J'ai rempli les contrats, j'ai renouvelé ceux qui paraissaient sains. L'Irak est un pays ami, mais je n'entends pas que notre vente d'armes puisse être assimilée à un acte d'agression, étant entendu que l'Iran s'est répandu dans de nombreuses menaces qui ne m'impressionnent pas, mais qui risquent de détourner la situation de son sens. La France n'a pas choisi son camp. Il se trouve qu'elle a une amitié. Elle ne veut pas avoir un ennemi. De leur côté, à Beyrouth, les soldats de la paix poursuivent leur mission de sécurité à 1000 lieues de ce qui se passe dans les couloirs du ministère de la Défense et de l'Élysée. Moi, la politique étrangère de l'époque, je ne m'en occupe pas. J'ai 24 ans, je suis chef de groupe de combat dans une section parachutiste. J'ai oublié aux ordres et voilà.
On avait 19 ans, on était jeunes, il y avait des gens de 20 ans. On a tous le même âge quand on va à la guerre. Et vous avez confiance? Bien évidemment. Bien évidemment, j'ai confiance. Si on est parti, c'est parce qu'on était capable de remplir cette mission. Voilà. Après... Qui vont chez eux. Donc c'est là-bas que ça se passe, c'est plus au sud. Vous arrivez celui-là de se planquer ou quoi, non? Les militaires se sentent à la hauteur de leur mission, sauf que les dés sont pipés, car la France n'est pas neutre comme elle le prétend au Moyen-Orient. Petit à petit, on a pris conscience qu'il y avait une multitude de menaces, une multitude de dangers qu'il fallait intégrer là encore. Hein. Alors chaque déplacement, il fallait faire très attention, le risque était partout. Et malheureusement, ça s'est confirmé par la suite, lorsque nos véhicules ont subi des jets de grenades ou des tirs d'armes légères. Tout ça, si vous voulez, ça a confirmé qu'on était dans un milieu totalement hostile, alors qu'on nous avait dit, et on n'a que des amis à Beyrouth et au Liban. La couleur du jour était donnée par le PC de la résidence des Pins qui en déterminait la couleur selon les renseignements obtenus par des communications, des mouvements libanais ou par des tensions politiques au Moyen-Orient. Chaque couleur apportait un changement dans la vie de tous les jours. Vert, rien de particulier, mais orange signifiait que la patrouille se faisait en grande précaution et que l'on portait le casque et le gilet pare-balles. Rouge signifiait que toutes les sorties en véhicule devaient être faites uniquement pour un motif impératif et on devait absolument être escorté. On avait toujours peur. Là-bas, à l'époque, on ne savait pas qui était gentil, qui était méchant, qu'on voyait des gens arriver avec des armes. On ne savait pas si c'était pour nous, si c'était une patrouille qui passait, une milice libanaise ou... Voilà. Il fallait attendre qu'on nous tirait dessus pour voir un peu qui c'était. Le drame de cette force, c'est qu'elle n'a absolument pas été renseignée. Vous savez, le général Grant, au moment de la guerre de sécession aux États-Unis, disait « Moi, j'ai besoin d'officiers qui voient de l'autre côté de la colline. » Eh bien, les collines de Beyrouth, on ne savait pas ce qui se passait derrière. De l'autre côté de la colline, il y a simplement le gouvernement français qui vient de livrer ses super-étendards promis à l'Irak. Encore une information qui aurait dû rester secrète. Elle entraîne la France encore plus loin sur le champ de bataille contre l'Iran. Car avec les super-étendards et les missiles Exocet, on a envoyé les pilotes français. Les pilotes français de super-étendards vont être prêtés à Dassault, ils vont devenir techniciens de Dassault, ils vont prendre les super-étendards, ils vont les livrer sur le Clemenceau, on va peindre les cocardes irakiennes et ils vont les transporter jusqu'à Bagdad. Ils n'ont aucun papier sur eux, s'ils tombent à la mer ou n'importe quoi, on ne sait pas qui c'est. Ça veut dire qu'on fait la guerre avec eux. On a des conseillers militaires dans les états-majors de l'armée de l'air irakienne. On accompagne les pilotes irakiens à l'entraînement. On les accompagne pour le ravitaillement en vol. Parce que quand même, les super-étendards, il faut qu'ils reviennent et qu'ils soient ravitaillés. On fait tout pour eux, pour qu'ils réussissent dans leur manœuvres aériennes dans leurs offensives aériennes contre l'Iran. Et donc, on est en état de co-belligérance. Et quand les Iraniens savent ça, ils convoquent le chargé d'affaires français à Téhéran et lui disent « Vous êtes maintenant en guerre contre nous ». Au poste Drakkar, tout ce que l'on connaît du conflit Iran-Irak, c'est cette ambassade d'Iran située à 500 mètres et qu'on demande aux militaires de surveiller. Il faisait partie des choses qu'on surveillait au même titre que tous les immeubles, que tout ce qui nous entourait, puisque la menace était générale, on va dire. Hein. On était dans un centre urbain, donc tout immeuble peut être le siège d'un départ de coups. Donc tout ce qui nous entourait faisait partie de ce que l'on surveillait. Quand on montait la gare, on nous envoyait un gros projecteur droit sur le Drakkar, parce que les jumelles de nuit ne nous permettaient pas, quand on avait
un gros flash dans une jumelle de nuit, on voyait tout brouiller, alors on ne voyait pas. C'est-à-dire que de l'ambassade, ils avaient braqué un projecteur sur le Drakkar? Oui, exactement. Je ne voyais rien. Moi, je ne voyais rien. Jamais... Voilà. Tout ce qu'il y avait à côté, on voyait, mais là, non. Décidément, rien qui aurait pu alerter les supérieurs des parachutistes ne semble être compris et décrypté. Ces images datent du 21 octobre 83. C'est le dernier entraînement des parachutistes avec les Marines stationnés à l'aéroport. Entraînement commun de 2 contingents qui vont être pulvérisés dans 48 heures. Le colonel a particulièrement insisté sur des tirs qui doivent entraîner les gens à réagir rapidement dans des situations particulières telles que la patrouille en jeep en ville tirée. La deuxième phase sera un entraînement sur les sentinelles dans leur poste de combat. Les militaires s'entraînent à faire face à toutes les hypothèses, sauf à celle qui va vraiment avoir lieu. L'attaque impensable, la pire, auquel personne ne s'attend. La veille du Drakkar, on a eu une information par des Palestiniens qui sont venus donc au poste, qui ont demandé l'officier renseignement pour nous dire qu'il allait effectivement se passer, il se préparait quelque chose contre la force multinationale de sécurité. On disait, bon, bah, qu'ils viennent, si... voilà, mais c'était, en fait, l'alerte qui avait été donnée, c'était général, c'était pas spécialement pour le Drakkar, c'était pour le 6e RIP. Le 6e RIP, c'était tous les parachutistes qui étaient en faction à Beyrouth à l'époque. Tout le monde a rajouté, bien sûr, que ce soit les chrétiens, que ce soit les chiites, que ce soit les sunnites, tout le monde a rajouté. Et c'est toujours la faute de l'autre. Alors faites attention, vous devriez faire attention. Bon, quand on n'arrête pas de vous dire faites attention localement, vous en prenez l'habitude. Mais personne n'est venu nous dire c'est pas à proximité que ça se passe. Ça vient de l'autre côté de la colline, c'est beaucoup plus grave. Vous avez un tsunami qui vous arrive dessus, vous ne voyez pas? Alors personne ne l'a vu venir. Ça, c'est un vrai séisme qu'on a eu là. C'est une surprise totale. Hein. Les Américains étaient encore pires. Hein. C'est eux qui étaient. Ils pensaient maîtriser leur renseignement stratégique. Hein. Ils n'ont rien vu non plus. Le lendemain du double attentat contre les parachutistes français et des Marines, François Mitterrand, contrairement à Ronald Reagan, débarque au Liban, malgré le danger, malgré les protestations de ses conseillers qui craignent une attaque de missiles contre l'avion présidentiel. Je me rends tout de suite à l'aéroport pour recevoir le président Mitterrand. On se rend la main dans la main vers l'endroit du crime, la catastrophe. Les mots n'avaient pas trop de sens à ce moment-là. C'était vraiment le silence était très éloquent. Le silence lui-même était très éloquent. Je verrai toujours dans le Drakkar, il est debout, il tient assez mal debout. Il y a la poussière encore, et puis on devine qu'il y a des gens vivants en dessous. Il est livide, très digne, parlant pas beaucoup, m'encourageant fortement. Le président Mitterrand a aimé les militaires. Il a été d'un réconfort extraordinaire, remarquable. Il a fait corps avec nous, c'est bien. Le chef des armées. On avait le chef des armées avec nous. Pour une fois, politiques et militaires sont réunis pour mettre au point ensemble une stratégie commune. Pour une fois, ils ne se sont jamais réunis avant, jamais vus. On cherche des pistes, on essaye de comprendre où se trouve la faille, qui a osé s'en prendre à la France et comment. Que s'est-il passé? C'était le grand point d'interrogation pendant des jours. Hein. C'est après que les Américains, eux, ont vu le camion 5 tonnes foncer sur le poste de garde des Marines, lesquels ont ouvert le feu, n'ont pas pu arrêter le camion. Le camion s'est engouffré dans le sous-sol de la gare de fret de l'aéroport et tout a été volatilisé. C'est là qu'on s'est dit, ben voilà. L'enquête de commandement est confiée au général Serpol, l'adjoint du général Khan. Il ne peut pas s'appuyer sur grand-chose, juste le témoignage de 2 civils libanais qui passaient par là, au moment de l'attentat. Une femme
Et un homme qui était très proche voisin du poste m'ont confirmé qu'effectivement, un véhicule de type pick-up a franchi la chicane qui était à l'extrémité de cette rue, à une cinquantaine du poste, et arrivant à hauteur du poste, a brusquement plongé en direction de la porte du garage qui était située dans le sous-sol de l'immeuble. La femme m'a déclaré « J'ai même entendu des coups de feu ». Très vite, les enquêtes officielles, qu'elles soient celles de l'armée, de la gendarmerie française ou de la justice libanaise, font les mêmes conclusions. Un camion piégé a détruit le Drakkar. Problème, il n'y a aucune preuve, on s'est simplement aligné sur l'enquête américaine. C'est tout, c'est peu, et aucun des 15 rescapés du Drakkar ne confirme ce scénario. Moi, je n'ai pas entendu du tir d'armes automatiques après l'explosion du Drakkar, et ni avant l'explosion du Drakkar. Omer Marie-Magdeleine est le plus haut gradé parmi les rescapés du Drakkar. C'est lui qui était chargé d'organiser la relève de la garde et de veiller au dispositif de sécurité. Cet homme, pourtant témoin direct du drame, n'a jamais été interrogé par les autorités françaises, qu'elles soient civiles ou militaires. Pour lui, la thèse du camion suicide ne tient pas. Tout autour du bâtiment, un mur. Même du côté du manchement qui se situe derrière le bâtiment. Alors, un camion qui veut pénétrer au centre du bâtiment se trouve devant un mur, côté route. Dans ce premier cas, le camion aurait explosé au contact du mur extérieur et n'aurait pas pu accéder au cœur du bâtiment, provoquant son effondrement. Où il pénètre sur le côté et il vient exploser quelque part à l'extérieur. Dans cette hypothèse, ça voudrait dire que la garde et les sentinelles du Drakkar ont laissé un camion étranger emprunter le portail étroit, faire le tour du bâtiment à travers une cour intérieure et arriver jusqu'au cœur du dispositif sans broncher. La garde était au premier étage, côté rue, au deuxième, côté rue, et les tireurs d'élite étaient postés aux différents étages, face à cette route et aux bâtiments qui sont vers la mer. Ils avaient chacun un poste de combat, et on a un exemple ici, du tireur d'élite gratte-punch, et de son binôme. Le tireur d'élite avec sa lunette est capable de repérer jusqu'à 600 mètres tout élément hostile qui peut s'approcher. Il y a eu des écrits où on dit « Quelqu'un a vu un camion ». Mais moi, je peux dire que j'étais dehors, qu'il n'y avait pas un rat dehors, hormis les sentinelles du 35e RAP, ma pomme, et tous ceux qui sont malheureusement décédés. Cette polémique, elle existe toujours. Il y a la version officielle, bon voilà, cette polémique est liée parce que l'entrée du poste Drakkar était relativement petit, que l'immeuble s'est affaissé bien verticalement, que c'était un ancien PC syrien qui, soi-disant les Syriens à l'époque minaient leur PC quand ils reculaient devant les forces israéliennes en 82. Donc c'est une polémique liée parce que certains ont cru ou croient qu'il n'y a pas eu de camion. Pour les politiques, admettre que le bâtiment était piégé de l'intérieur aurait voulu dire qu'il y avait eu négligence et faute de la part du commandement militaire. Qui pourrait penser que le ministre de la Défense, l'état-major des armées, le gouvernement, voudrait mentir aux Françaises et aux Français? Comment pourrait-on penser que pendant tant de mois, 12 mois, une vérité aussi grave aurait été cachée à l'opinion publique? On sait aujourd'hui qu'on a demandé aux rescapés de coller à la thèse officielle. Il est toujours impossible d'avoir une vision claire de ce qui s'est passé. Toutes les autorités que nous avons interrogées nous ont donné des versions contradictoires. Il n'y a pas eu à ce moment-là une enquête internationale poussée, très poussée.
Mais apparemment, pour tous ceux qui avaient crié victoire, de toute façon, l'Iran était le premier pays à avoir crié victoire à ce moment-là. Et on savait que l'Iran était impliqué dans plusieurs actions de violence politique au Liban. Les Syriens? Le joint venture, c'est-à-dire l'alliance syro-iranienne, était totale à cette époque et la coopération entre les services secrets syriens et les services secrets iraniens n'était un secret pour personne. On sait très bien que les Iraniens et les Syriens étaient impliqués dans le Drakkar. Oui, je pense, oui. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez déclarer la guerre à la Syrie ou vous faites quoi? Qu'est-ce que vous dites aux paras qui sont tombés? C'était une mission, à mon avis, risquée, dont on n'a pas bien mesuré les enjeux. Et puis, je leur dis, 10 ans ou 15 ans après, c'est plus facile à gérer que lorsqu'on est dans cette espèce de système où vous voyez bien que déjà on fait un peu une chose et son contraire, c'est-à-dire on condamne le terrorisme, alors il y a des grandes déclarations, puis on se précipite chez Hafez el-Assad pour lui demander de nous aider à régler le problème. Enfin, c'est toujours cette espèce la politique, elle n'est pas linéaire, hein. Elle doit tenir compte des réalités. Tenir compte des réalités, cela s'appelle la raison d'État. L'État qui dit adieu à ses paras lors d'une grande cérémonie aux Invalides retransmise en direct et en intégralité le 2 novembre 1983. L'État qui décore un à un ses paras, mais l'État qui n'a rien vu venir et qui ne peut pas laisser ce crime impuni. Parachutiste potentiel, nous vous conférons la médaille militaire. Deux semaines plus tard, le ministre de la Défense Charles Hernu envoie une équipe de la DGSE à Beyrouth. Mission, monter une opération secrète contre les Iraniens soupçonnés d'être derrière l'attentat du Drakkar. On voit des spécialistes là. Et quels sont les objectifs dans le coin? Il y a l'ambassade iranienne qui est là, vous voyez, le bâtiment vert qui est à 300 mètres. Et puis il y a l'Index qui est dans la zone du Drakkar. Et ils ont décidé de s'en prendre à l'Index. Je dis, mais vous ne me gérez pas, au plan diplomatique, c'était une erreur funeste. Vous allez voir le monde entier, on a des ans. Alors ils ont lancé une Jeep. Alors j'ai vu qu'il y avait des Jeeps marqués bleu, blanc, rouge, avec des busettes aéroportées pleines d'explosifs à l'arrière, pour lancer sur le portail de cet annexe. La Jeep a percuté, ça n'a pas explosé. Alors, surprise. Ils ont commencé à tirer sur les busettes. Ça n'a pas explosé. Ceux que voyant les passes d'Arad qui étaient à l'intérieur de leur batade sont bien ripostés. Ceux qu'entendant la 6e brigade libanaise qui était sur le côté s'est bien tiré aussi. Donc il y a un feu croisé sur cette pauvre Jeep qui est restée. Et mes cow-boys, là, sont repartis. Et on dit, le chef est venu me voir en catastrophé, il donne à l'opé, puis ils sont partis sur le bateau, me laissant tout seul avec, excusez-moi, entre guillemets, le merdier. Dans la nuit, le véhicule piégé est récupéré par l'armée libanaise. Son chef, le général Tannous, convoque son homologue français, le général Khan. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On doit cacher les bêtises que font les autres, nos alliés. Je suis humilié, évidemment. Je viens, voilà des gars de chez nous qui viennent avec une Jeep bleu, blanc, rouge,
qui veulent torpiller une annexe diplomatique. Vous vous rendez compte? Ah, je suis à Canossa. Hein. Ah, c'est mon chemin de Canossa. Et tout de suite, il me rassure, il dit non, non, mon général, vous n'en faites pas. On n'a pas de peine à démontrer que ça ne peut pas être vous. Quel est l'imbécile qui mettrait un gible blanc rouge? Vous vous rendez compte? À propos de cette Jeep française, les services de renseignement libanais font de nouvelles découvertes. L'attentat manqué contre l'annexe de l'ambassade iranienne aurait eu pour cible un religieux chiite libanais, proche de l'Iran et de la Syrie. Soupçonné qu'il y avait un cheikh ici qui disait, qu'on disait être, si vous voulez, le dirigeant spirituel du Hezbollah. C'était qui? Fadlallah, Cheikh Fadlallah. Et je pense que les responsables de la piscine avaient envoyé une petite camionnette avec tout l'attirail nécessaire pour faire une explosion à côté de sa maison. Évidemment, moi je ne suis pas au courant des détails, mais je sais que l'opération a foiré complètement. Et parce que ceux qui ont mis les explosifs n'ont pas la main et ça n'a pas explosé. ولم يكن لي أي نشاط عسكري في تلك المرحلة في هذا المقام أو أي تفكير في هذا الاتجاه، ولكن أمريكا كانت تبحث عن شخص توجه إليه الاتهام أمام عدم وجود أي يعني قرائن على الشخص الذي قام بذلك. Paris va mettre en scène une deuxième vengeance. La veille, à l'heure de vérité, le président Mitterrand l'annonce à demi-mot. Ceux qui ont procédé à cet attentat savent qu'ils subiront la loi d'un châtiment justifié. Non, monsieur Ullmann, ce crime ne restera pas impuni. Le lendemain, le 17 novembre à 17h30, les super-étendards français décollent du Clémenceau pour foncer sur une base d'intégristes iraniens. Ce sont 14 super-étendards français du porte-avions Clémenceau, basé devant Beyrouth, qui ont effectué jeudi dans l'est du Liban un raid de représailles à l'attentat du 23 octobre dernier contre le contingent français de la capitale libanaise. Les cibles sont atteintes, la caserne des intégristes est détruite, les avions reviennent sur les Clémenceau. Mission accomplie. Le lendemain, la presse libanaise se moquait de nous, raid de super-étendards français sur Malbec, un âne et 2 chèvres tués. Et comment se fait-il? Les représailles sont en fait un coup d'épée dans l'eau. Les super-étendards ont attaqué un bâtiment vide, sans l'ombre d'un combattant intégriste. Et pour cause, quelqu'un avait prévenu les miliciens pro-iraniens de l'imminence de l'attaque. Quelqu'un du Quai d'Orsay les a appelés. On connaît ce quelqu'un. C'est quand même inadmissible, quoi. Ça, de manière formelle. Lorsque mon compère, si je peux dire, l'amiral Kloss, qui tenait la flotte au large, a fait un cocktail de départ, il a fait plusieurs cocktails pour les différentes factions. Lorsqu'il a reçu les Hezbollah, le représentant a dit à l'amiral Kloss, « Vous remercierez monsieur Attel du Quai d'Orsay de nous avoir prévenu du raid de Malbec. » Il dit « Quoi ?» Lui qui avait ordonné le raid de Malbec. Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Cet homme, Hussein Yatim, responsable d'un mouvement chiite, confirme avoir été prévenu par les Français. وصلنا خبر انه شوفوا تصرفوا
نحن بدنا نضرب بس ما بدنا نقتل ناس. ما بدنا نقتل ناس. وهيك صار يعني اتخذت البريكوسيون اللازمة والقصة كانت فورمال تري فورمال يعني تري فورمال. On sait aujourd'hui que les gens qui occupaient la caserne avaient été prévenus par quelqu'un du Quai d'Orsay. Alors ça, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ça fait partie des légendes que personne n'éclaircira jamais. Même si on sait que c'était quelqu'un qui était proche de Claude Chesson qui avait averti. Alors vous en savez plus que moi, donc si vous avez la réponse à la question, c'est pas la peine de me la poser. Bon. Tout indique que, par une série de témoignages que j'ai pu avoir à l'époque, que Francis Gutmann lui-même s'est chargé de cette mission de prévenir les chefs islamistes de la Beka pour faire évacuer cette caserne. J'ai posé la question à l'époque quand j'ai fait le livre à Francis Gutmann. Il m'a répondu que non. J'ai maintenu ce que je savais en citant sa réponse dans mon bouquin. Francis Gutmann ne m'a jamais fait de procès. Alors ça, c'était pour moi la pire des catastrophes. Vous savez comme moi hein, que dans le Moyen-Orient, quand on perd la face, c'est fini. On n'a plus aucune chance de réaliser quoi que ce soit. Et là, la France a perdu la face. Et c'est très grave. On va dire que c'était très mal vécu par tout le détachement. On a tous la même amertume. Quand vous êtes, entre guillemets, parachutiste, préparé au combat, et qu'en fait, on vous attaque et vous ne pouvez pas vous battre, ni riposter, c'est de l'assassinat, c'est du terrorisme. Mais la grande amertume, c'est ça. D'être blessé au cours d'un combat, ok, on s'est battu, on a défendu sa peau, on a défendu ses copains, ses hommes. Là, on a tué nos camarades. C'est un acte de pure lâcheté. C'est ça la rancœur. Bon, dès qu'on arrive octobre, début octobre, c'est le mois le plus terrible. Comme une boule qu'on a en soi-même, puis qu'on n'arrive pas à dégager, et puis qu'on a besoin de lâcher un peu, même de pleurer 5 minutes, puis après on revient, et puis après, bon, ça passe. Tous les ans, je viens. Tous les ans. Quand je serai plus là, bah, tu viendras à ma place. Moi, je comprends le désarroi de ces forces, de ces soldats qui avaient vu leurs camarades déchiquetés, comme c'était le cas. Malheureusement, les raisons d'État, malheureusement, la réelle politique, tout ça est très dur à supporter. C'est malheureusement quelque chose qu'on a du mal maintenant à formuler parce que on est sur les principes moraux, les droits de la victime, etc. et tout. Mais en faisant ça, on se voile un peu la face. Pourquoi on se voile la face? Comment on se voile la face sur le fait que, en politique, on arbitre autrement qu'avec le bien et le mal. Nous avons perdu des hommes. Beaucoup d'hommes. Trop d'hommes, sans doute. Il y a eu, à propos de ces pertes, beaucoup d'interrogations. Ces hommes ne sont pas partis en vain. Nous avons payé ici le prix de la liberté. La liberté pour un petit pays qui est le Liban. Personne ne pourra jamais prouver l'utilité de notre présence ici. On ne peut pas prouver des choses aussi abstraites. On ne peut faire que le raisonnement inverse. Que se passerait-il si nous n'étions pas là ? Heureuse de vous voir revenir. Et par Saint-Michel, vive les morts! Et voilà, depuis les grenades. Montez là à gauche.
rentrer? Ah, je serais bien resté 4 mois de plus, vous voyez. Allez, ouais. Une cicatrice qui ne fermera jamais. Hein. Moi, j'ai perdu beaucoup de soldats sous mes ordres comme lieutenant, capitaine. Et je n'avais jamais perdu de cette façon-là. Tous ceux qui étaient morts avant moi étaient morts pas loin de moi, de manière guerrière, si je peux dire. Mais là, 58 gamins, plus c'est qu'un d'autre, tués par des actes de terrorisme que vous ne voyez pas venir. Enfin, je ne sais pas que les générations d'aujourd'hui, mais nous n'étaient pas préparés à ça. Mentalement, on trouvait ça tout à fait odieux, ça fait injuste. On n'attaque pas un soldat comme ça, quoi. On était resté un petit peu vieux jeu, si je peux dire. Bon, s'ils ont réagi maintenant, ils doivent faire face, j'imagine. C'est dur à vivre, hein. C'est dur à vivre un attentat. Très dur.